Salut Fatima, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Fatima, tu es militante féministe, membre de la coordination nationale du collectif Nous Toutes. Alors mercredi soir, Mediapart avait réuni sur son plateau 20 femmes qui ont affirmé ou réaffirmé avec une grande clarté et une grande puissance qu'elles avaient été victimes de harcèlement sexuel ou de viol de la part de l'ancien présentateur du journal télé de TF1, Patrick Poivre d'Arvor. Euh, qu'est-ce que toi tu en as tiré en fait du visionnage de cette émission? Est-ce que c'est la puissance du collectif finalement qui leur a permis de prendre la parole aussi puissamment et aussi clairement? Alors c'est la puissance du collectif et c'est la puissance de l'espace qui a enfin été réalisé. C'est-à-dire qu'on se rend de plus en plus compte à quel point MeToo a permis qu'il y ait un espace médiatique, mais aussi un espace empathique pour que ces paroles soient entendues. D'ailleurs, la plupart des victimes l'ont dit. Et d'ailleurs, elles ont des profils très très différents. Il y a des femmes, on voit bien que c'était des durs à cuire. Il y a des femmes qui avaient un certain âge quand elles ont été victimes de PPDA. Il y en a qui étaient très fragilisées, très jeunes, malades, anorexiques. Et on voit toute cette diversité de femmes prendre la parole et décrire un même système, et un système qui a été assez efficace pour toutes les silencier, malgré les différentes marges de manœuvre dont elles pouvaient disposer au moment où elles ont eu affaire à PPDA. Donc c'est vrai que si je me mets du point de vue de PPDA en voyant ce spectacle, pour lui, ces femmes n'étaient que du consommable, de les voir soudain dans un espace prendre la parole, alors que je pense que pour lui, enfin, il devait les écouter comme la première fois qu'on voit un chat parler, quoi. Il s'est dit, mais attends, ça parle, ces choses-là. Ce n'était normalement que de la chair à viol. Et ben, rien que dans cette posture, dans cette mise en scène, on voit en fait les progrès qu'a pu réaliser MeToo. MeToo, ça a été un mouvement révolutionnaire à plusieurs titres. D'abord, qui s'est étalé dans plein de pays. Le hashtag MeToo a été traduit, a eu des variantes dans beaucoup de pays. L'autre aspect, c'est qu'il a déroulé ses tentacules dans plein de thèmes. Donc il y a eu MeToo, puis il y a eu MeToo gay, puis il y a eu MeToo inceste, puis il y a eu Balance ton porc, puis il y a eu MeToo Sciences Sport, théâtre. etc. Donc il y avait vraiment cette dynamique où aucun espace de la domination masculine, donc qui est partout, n'allait être épargné. Et puis, là où c'était un mouvement révolutionnaire, c'est qu'il a fait tomber de sacrées têtes. Je pense que là, il y a plein de mecs qui sont au bout de leur vie en se disant que du jour au lendemain, je vais avoir un coup de fil d'Élise Lucet. Et ben rien que ça, et en plus sur des histoires qui sont vieilles de 40, 50 ans, donc il n'y a même plus d'amnésie, il n'y a même plus d'amnistie. Donc, rien que... Et PPDA, en fait, en est l'incarnation ultime, puisque c'est celui qui a le plus de plaignantes, et c'est sans doute l'un des personnages qui était le plus consensuel, c'était le journaliste par excellence, c'est la marionnette des guignols de l'info, et c'était évidemment le cliché de cet homme charmant, au-dessus de tout soupçon, dont on se disait que pourquoi il irait forcer des meufs. Alors, on aurait dit, tu parles de la façon dont c'était mise en scène, cette émission de Mediapart. On aurait un peu dit aussi un procès d'assises. Est-ce que ce n'est pas que ce type de libération de la parole aurait dû advenir, c'est-à-dire dans un procès d'assises? Et ma sous-question, c'est est-ce que ça ne donne pas aussi du grain à moudre à ceux qui, en brandissant la présomption d'innocence, parlent de procès médiatique? Alors, c'est sans doute un procès médiatique qui vient mettre en exergue le fait qu'il n'y a pas de justice. La justice, c'est je crois, le seul ministère qui a vraiment comme nom une vertu, et en plus une vertu imposante, c'est celui à quel on délègue vraiment la responsabilité de trancher. Et au plus haut niveau de l'État en France, on admet qu'il n'y a que 1% des violeurs qui sont condamnés, et même en cas de plainte, que 10% qui sont condamnés. Donc, à moins de penser que 9 femmes sur 10 s'amusent à aller porter plainte pour viol en mentant, la vertu même de la justice est parfaitement dysfonctionnelle. Et cette question de la justice a accompagné, en fait, je dirais presque les 10 ans de MeToo. Pour refaire un petit historique, 2007, Tarana Burke, sur la question particulière des minorités, lance MeToo. 2017, 10 ans plus tard, Alyssa Milano le réactive et ça a le succès qu'on observe. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 10 ans? D'abord, une première affaire de justice, l'affaire DSK. Et l'affaire DSK, un peu dans la narrative qu'avait essayé d'installer Tarana Burke, c'est un homme blanc, puissant, riche contre une femme noire prolétarisée. On est complètement dans cette narrative et on se souvient en fait du
procès médiatique qui s'était joué du côté de DSK. Donc, en écrasant la parole des victimes, Tristan Banon, Nafissatou Diallo, etc. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Jacqueline Sauvage. Encore une fois, la question de la justice qui est posée, en plus de manière complètement paradoxale, où on commence à parler des féminicides au moment où une femme tue un homme. C'est-à-dire que c'est devenu une question politique au moment où il y a eu mort d'homme, comme dirait d'ailleurs Jack Lang sur la précédente affaire DSK. Et donc, de fait, on reconnaît au plus haut niveau de l'État, par cette grâce, qu'il y a eu tellement de dysfonctionnements dans le parcours de Jacqueline Sauvage, qui a été amenée à finalement tuer son conjoint violent pour assurer ses dernières années de survie, au final, que ça se traduit par une grâce présidentielle. Et dernière chose, les Women's March, qui ont là aussi été très puissantes et qui ont vraiment porté la question de la justice, pas institutionnelle, mais de la justice sociale. Si tu te souviens, donc c'est au moment où Trump est élu, et il y a des marches immenses à Washington, à Paris aussi. Et tous les mouvements se mettent derrière les Women's March. Le féminisme, il avait presque atteint une espèce de statut d'universalité, derrière lesquels marchent les mouvements contre l'islam ban, les mouvements écologiques, tous les mouvements qui avaient quelque chose à reprocher à Trump. Donc, on en arrive en France, justement, où le déni de patriarcat s'adosse au déni de justice. Mais la justice, elle est condamnée à être inefficace en fait quand il s'agit de féminicide ou de harcèlement sexuel et sexiste. Il y a 14 des femmes qui étaient présentes sur le plateau dont les plaintes qui ont porté plainte et dont les plaintes ont été classées sans suite. On est condamné à ça, à qu'il y ait que 1% des violeurs qui soient finalement condamnés? Pas du tout. Après, déjà, il faut essayer de comprendre pourquoi. Le patriarcat, c'est un système tellement vieux, tellement antérieur au capitalisme, au racisme, etc., qui n'a plus besoin de l'État ou de lois sexistes pour fonctionner. Aujourd'hui, il fonctionne naturellement. Et donc, par exemple, quand moi, en 2016, je suis allée porter plainte pour agression sexuelle au commissariat du 11e arrondissement, faire un petit balance ton comico, le policier me dit, la prochaine fois, vous rentrerez chez vous plus tôt, et accompagné. Il me le dit. Il sait très bien qu'il ne fait pas référence à une loi, il ne fait pas référence à un état social, il fait référence à un ordre social. Donc il y a un consensus que ces choses-là, la justice s'en désintéresse. Et dans l'affaire PPDA, on en est arrivé, mais dans d'autres affaires, on en est arrivé à nous réjouir et à prendre ça comme des victoires, non seulement quand les femmes ne sont pas condamnées pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Je me souviens que quand il y a eu l'affaire Beaupin, on est allé avec les victimes boire des coups dans un café pour fêter ça. On en est arrivé à se réjouir juste que les femmes qui portaient plainte ne soient pas condamnées. Et même chose là, quand il y a eu Éric Brion et Pierre Jox il y a quelques jours qui ont été déboutés en cassation parce qu'ils voulaient faire condamner les femmes qui avaient porté plainte contre eux, on s'est dit waouh, victoire, on en est là. Maintenant, est-ce que c'est une fatalité? Non. Dans d'autres pays, ça marche d'ailleurs. Pour prendre un autre échec, on va dire backlash judiciaire récent, le 36 quai des Orfèvres. Pourquoi cette jeune Canadienne qui avait bu, qui se retrouvait à être violée, moi en tout cas c'est ce que je pense, dans ces locaux-là, pourquoi est-ce qu'elle a le courage de porter plainte contre pas n'importe quel policier, l'abri? C'est parce qu'elle a comme référence le système culturel, judiciaire et policier au Canada où ça se passe pas du tout comme ça. Eux, ils sont venus à bout du patriarcat au Canada. Ils ne sont pas venus à bout du patriarcat, mais ils ont des meilleurs résultats en termes de prise en charge et de condamnation des violeurs. Donc d'ailleurs, moi, je pense que la prochaine étape de MeToo, vu que là, en fait, la première étape de MeToo, le gouvernement et tout a dit « allez porter plainte, c'est ça ce qu'il faut faire et tout ». Bon, les femmes l'ont écouté, d'ailleurs, il y a eu une hausse des plaintes et sans résultat. Donc maintenant, les femmes ont expérimenté le fait que c'est un peu du mytho, l'histoire d'aller porter plainte. Donc, la prochaine étape, c'est d'essayer de travailler sur ce qui se fait dans d'autres pays, en Espagne, en Suède, au Canada, en Australie. Typiquement, la question de s'assurer du consentement. Alors, il y a plein de gens qui disent que c'est absolument pas glamour d'institutionnaliser ou d'officialiser le fait d'acter le consentement par écrit ou en tout cas par une preuve tangible avant de consommer un rapport sexuel. Bon ben d'accord, il y a plein de choses qui sont pas glamour dans la société, le fait de prendre le temps de
de mettre une capote, c'est pas forcément le truc le plus glamour. C'est juste un changement de convention sociale. Les implicites de la société changent. Ben, on sait que dans les implicites de la société, on dit bonjour, on dit merci. Et ben maintenant, on saura peut-être que avant d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, on s'assure de manière officielle de son consentement. Alors, tout à l'heure, tu en as un peu parlé, tu as dit oui, il y a des faits qui se sont passés 30, 40, voire 50 ans auparavant. Ça pose la question de la prescription. Pour la plupart des femmes, les faits, enfin, des femmes qui accusent Patrick Poivre d'Arvor, les faits sont prescrits. D'après toi, il ne devrait pas y avoir de prescription lorsqu'il s'agit d'actes sexistes, de violences sexuelles ou de viols? Alors, la position à laquelle on a été amené à réfléchir, qui fait encore débat au sein du mouvement féministe, c'était l'imprescriptibilité des violences sexuelles faites sur mineurs, dans le sens où il y a tellement de phénomènes d'autodéfense spécifiques aux femmes, aux mineurs, aux enfants victimes de violences sexuelles, notamment l'amnésie traumatique, que de fait, ça a rendu impossible le fait que justice leur soit rendue sur le tard. Donc il y avait cette idée d'imprescriptibilité dans le cas de l'inceste et dans le cas des violences faites aux mineurs. Et de fait, il y a aussi des mécanismes que l'on voit qui sont plutôt liés au contexte qui est créé. C'est-à-dire effectivement de se dire qu'il y a eu des moments où c'était impossible de demander à ces femmes d'être allées se défendre auprès de la justice, tellement elle était dysfonctionnelle. Alors parfois on a l'impression que MeToo, c'est l'année zéro, 2017 aurait été l'année zéro de la reconnaissance de la question des crimes sexuels, etc. Pas du tout. Dans les années 90, par exemple, au moment où il y a eu, à la lumière d'un procès qui a conduit à la criminalisation des viols portés par une avocate très médiatique, Gisèle Halimi, on parlait de viols dans la société, il y avait plein de reportages, cette question était au centre des débats. Mais on est toujours dans un mouvement où on se prend un backlash et puis l'histoire des femmes est rarement écrite, on va dire. Elle ne laisse jamais de traces qui rentrent dans la grande histoire et dont on se souvient. Parce que tous ces débats qu'on a là, quand je parlais des féministes des années 60-70, elles me disent qu'on les avait déjà et c'était mis en lumière et c'était médiatisé, voilà. Donc c'est une question qui n'est pas tranchée de manière consensuelle par les mouvements féministes, mais qui est poussée. Alors, cette semaine a aussi été révélée par Mediapart notamment et BFM TV qu'une enquête interne avait été ouverte à l'encontre du journaliste et presque investi candidat aux législatives par la France Insoumise, Taha Bouafs. On sait que ce sont au moins 3 femmes qui ont transmis leur récit et leur alerte à la France Insoumise et que cela lui a valu d'être écarté de sa circonscription. Comment tu juges, toi, ce qui s'est passé là ces derniers jours? Alors, déjà, nous, on a toujours un temps d'avance dans le mouvement féministe, on a toujours les bails avant tout le monde. Donc, cela faisait longtemps que Taha Bouafs était une personne qui posait problème par rapport à la violence de son comportement dans les milieux militants. Il y a quelques années, une ancienne responsable des droits des femmes à la France Insoumise avait essayé de donner un débouché à MeToo en 2018 en essayant de plaider pour une commission interne à la France Insoumise complètement indépendante où ne siégerait aucune personnalité membre dirigeante de la France Insoumise. Donc cette militante, c'était Amandine Fouillard. Malheureusement, on ne lui a pas obtenu ça et il y avait des membres de la direction de la France Insoumise, entre autres Danielle Simonet qui était la co-directrice, coprésidente du parti de gauche, et Sarah Legrain. Et Amandine Fouillard avait décidé de quitter la France Insoumise et elle avait souligné que ça allait poser problème. De fait, le problème que ça pose, c'est que beaucoup de victimes y réfléchissent à 2 fois avant de se tourner vers cette commission. Ce qui s'est passé avec les victimes de Taha Bouafs, elles se sont tournées vers Amandine Fouillard. Amandine Fouillard leur a dit « saisissez cette cellule, mais écrivez en parallèle à Clémentine Autain, Sandrine Rousseau, Caroline Dehaze, qui sont des personnes plus ou moins extérieures à cette commission, voire au parti de gauche, voire récemment arrivées dans la galaxie France Insoumise. De fait, vous aurez beaucoup moins de chances que ce soit court-circuité. Et c'est parce que cette stratégie a été conseillée par Amandine Fouillard
que ces filles ont pris la décision de faire cette double initiative et que ça a porté ses fruits. Mais voyez toutes les précautions qui ont dû être prises afin qu'elles s'assurent que ça ne soit pas court-circuité. Alors, mais il y a la question en fait de ces commissions internes. On parle d'enquête interne. Ça pose la question finalement de l'injonction à la plainte parce que c'est les femmes qui ont sonné cette alerte à l'encontre de Taha Bouafs ne souhaitent pas porter plainte a priori. Qu'est-ce que c'est exactement une enquête interne? Est-ce que toi tu trouves ça normal que ça soit au sein même en fait des institutions, que à la fois la parole soit recueillie et que finalement on cherche aussi les solutions aux problèmes, que ça soit pas externalisé. Alors toi tu parlais tout à l'heure, tu as dit que la proposition d'Amandine Fouillard c'était précisément d'externaliser cette commission, mais est-ce que c'est pas un problème que ça passe pas par la justice malgré tous les dysfonctionnements dont on a parlé tout à l'heure? Alors en tout cas, la plupart des associations, des collectifs féministes qui croient en la justice transformative enlève complètement cette idée de l'injonction à aller porter plainte. D'autant que nous-mêmes, on le dit aux victimes, il y a 9 chances sur 10 que tu offres sur un plateau à ton violeur son blanchiment officiel. Par la diffamation. Non, même pas. C'est-à-dire que comme 9 fois sur 10, ils sont innocentés, si ça se trouve, tu vas te taper une procédure d'une pénibilité, d'une longueur horrible pour offrir comme un cadeau à ton violeur le fait qu'un juge tape en dit « Monsieur, on ne peut pas vous condamner pour viol ». Donc t'imagines la pénibilité. Deuxièmement, pour nous, on n'est pas toutes égales face à la justice. Déjà, il y a le privilège de porter plainte, parce qu'on a des papiers, parce qu'on n'est pas une femme trans, parce qu'on n'est pas une femme, parce qu'on n'est pas une femme marginalisée dans la société. Et puis, il y a le privilège de ne pas porter plainte. Par exemple, moi, de fait, ne serait-ce que parce que je suis militante et que je comprends les violences du patriarcat et que quand un homme m'agresse, me viole, etc., je sais que c'est lié à un système. Je ne suis pas comme une pauvre lambda sur laquelle tout tombe et qui ne comprend même pas en fait ce qui se passe, et c'est d'autant plus douloureux pour elle à vivre. Donc le choix d'aller porter plainte est éminemment personnel, politique et lié à des déterminants sociaux complexes. Donc pour nous, on fait du cocooning, c'est-à-dire on couvre ces femmes, on leur explique, on fait en sorte qu'elles nous expliquent plutôt ce dont elles ont besoin, d'écoute, de reconstruction, d'un collectif qui s'organise autour d'elles, d'accompagnement peut-être pour aller porter plainte. Et pour nous, c'est important de restaurer la force de ces femmes pour qu'elles-mêmes, elles puissent un jour accompagner d'autres femmes. C'est notre vision révolutionnaire du fait de renforcer les femmes qui ont été matraquées par la force de frappe des violences sexuelles qui s'attaquent à l'intégrité du corps, mais aussi à la dignité, mais aussi à l'estime de soi, qui détruisent beaucoup de choses sur leur passage. Donc pour nous, le rôle de ces organisations, c'est déjà d'être signalé qu'il y a un problème au sein de la communauté, quelle qu'elle soit, en l'occurrence du parti, et que donc elles fassent le choix politique que c'est cet homme qui doit être mis hors d'état de nuire. Donc pour moi, c'est à ça qu'elle sert, avant d'aller prendre la main et traîner une femme vers un commissariat. Alors, Taha Bouafs, dans la gauche, était devenu une voix importante, notamment sur les réseaux sociaux des quartiers populaires. Il était particulièrement la cible d'attaques de la part de nombreux détracteurs quant à certaines de ses prises de position. Le fait qu'il était l'incarnation de nombreuses luttes pose la question de l'ultra-personnalisation de ces luttes. Tu écris dans un post Facebook que c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Alors, non seulement c'est un problème de starifier des visages politiques, parce qu'on se retrouve un peu cocufié le jour où ils tombent, où ils sont mis en cause, mais en plus, beaucoup de partis politiques vont utiliser ce qu'on appelle des tropes. Tu sais, c'est comme dans un programme de télé-réalité, on prend la grande gueule, voilà. On fait incarner, en l'occurrence maintenant, des luttes par une personne. Alors certes, elle est interchangeable, mais quand on fait poser sur ces jeunes petites épaules le poids d'incarner complètement, en l'occurrence, la cause de l'antiracisme, de la représentation, parce qu'il y en a eu très peu au final, des quartiers populaires, et ben, ça a un coût politique le jour où il tombe, et c'est pour ça qu'on y réfléchit à deux fois du côté des organisations et du point de vue de leurs intérêts, et notamment en période électorale,
le mettre de côté ou pas. Donc ça en coûte en fait à l'organisation et au collectif de faire ça, et de fait, ils vont beaucoup avoir tendance à se dire oui, bon, ça c'est peut-être moins grave que voilà. Donc, en tout cas, il faut un rapport de force bien établi pour faire tomber cette tête-là. Ce n'est pas agréable déjà pour la personne, et en plus, ou alors ça fait partie de sa stratégie de l'agresseur. C'est-à-dire que quand il représente, il devient une icône importante d'un mouvement et qu'il devient une canne à pêche à un certain électorat, etc., et ben, de fait, lui, il se sent dans un certain sentiment d'impunité et il se dit « jamais on pourra se passer de moi ». Donc, plus je vais être le visage de cette lutte et son visage dont on serait difficile de se passer, moins on viendra me chercher des noises, et donc plus son sentiment d'impunité grandit, et son passage à l'acte aussi. D'autant que dans ce que j'ai lu, de ce que il y a à enfin, est un peu passé sur Internet et dans les articles de ce qui s'est passé avec ces trois femmes, a priori, les raisons pour lesquelles elle voulait pas tout déballer sur les réseaux sociaux ou dans les médias ou même aller porter plainte, c'est parce que elle croyait en leur cause justement, et qu'elles étaient des militantes et qu'elles ne voulaient pas que cette affaire soit récupérée par l'extrême droite. Tu les comprends en fait, tu comprends ces mécanismes qui poussent ces femmes du coup à hésiter en fait lorsqu'il s'agit d'aller dénoncer un harceleur ou un violeur. Oui, je les comprends, et c'est la première chose qui verrouille l'omerta, et pas que dans les partis. Que ce soit dans les partis politiques, la narrative, ça va être, tu comprends, tu vas briser l'espoir de millions de gens, tu vas empêcher la révolution, si jamais tu fais tomber quelqu'un de très important sur lequel on se repose pour on va dire, par exemple, arriver au pouvoir. Et donc ça, c'est une question très très importante, mais qui n'est pas récente. C'est-à-dire que depuis les années 60-70, il y a toujours eu un scrupule qu'on fait peser sur les femmes des partis, des syndicats, des associations antiracistes aussi, sur le coût collectif qui va se répercuter sur tout le monde, sur la cause, sur les classes les plus populaires qui comptent sur nous, si jamais tu parles. Donc elle porte le poids de ce conflit de loyauté, mais on le retrouve dans d'autres parties de la société, ne serait-ce que la famille. C'est exactement le même système culpabilisant. Tu vas détruire la cellule familiale, tu vas briser le cœur de ta mère. Et il y a toujours cette question du timing, c'est-à-dire ne fais pas tomber cette tête importante pour la lutte maintenant. On est en élection présidentielle, puis après on est en élection législative, puis ce mec est candidat dans sa ville. Et même chose d'ailleurs dans la famille. D'ailleurs, beaucoup de victimes attendent la mort de leur mère pour parler du viol de leur père, parce qu'elles ne veulent pas briser leur cœur de leur mère. La question aussi de l'antiracisme, comme le fémonationalisme a un récit selon lequel il y a un certain profil d'agresseurs qui seraient les hommes racisés. Avant, c'était pour des raisons vraiment de race biologique. Maintenant, ils vont plutôt migrer vers un argumentaire de race culturelle, on va dire. Voilà, parce que leur récit, c'est bon, en fait, le patriarcat aujourd'hui en France, c'est plutôt dans les quartiers. Ce sont des profils d'hommes racisés, ce qui est d'ailleurs une très bonne stratégie d'autodéfense des hommes blancs par stratégie de diversion. De fait, forcément, elles ont un scrupule à avoir l'impression, en accusant tel profil d'homme, de jouer le jeu du récit familial nationaliste. Maintenant, il faut vraiment sortir de cette histoire de conflit de loyauté. Évidemment, nous, on est des féministes qui avons recours à la méthodologie intersectionnelle. La méthodologie intersectionnelle, elle dit quoi? Elle dit qu'il y a une imbrication des rapports de domination qui s'abattent sur des sujets politiques. Donc, quand tu es une femme, quand tu es racisée, quand tu es de classe sociale inférieure, de fait, tu vas être d'autant plus broyé par le système. Cette logique de méthodologie intersectionnelle, elle se projette tout autant sur les sujets politiques des hommes coupables. C'est-à-dire que la classe, le genre et la race d'un profil politique va créer un différentiel de genre, de classe, de race dans la manière dont il est jugé. Non seulement par la justice institutionnelle, mais par le jugement, en fait, tout simplement dans la société. Donc oui, quand des hommes noirs, arabes, etc.,
commettent des violences, cette violence est perçue comme plus violente que si ça avait été des hommes blancs. Et quand ils subissent des violences, quand ils se noient dans la Méditerranée, quand ils sont tabassés par la police, cette violence est perçue comme moins violente que si ça avait été sur des sujets blancs. Donc, de fait, Taha Bouaf, le sujet politique qu'il est, fait qu'il subit cette double peine, on va dire, dans le jugement qui est projeté sur lui. Et on le voit bien, hein, il y a eu beaucoup moins d'acharnement. Par exemple, Finkielkraut, quand il dit « Oui, oh, ça va, Polanski est allé coincer une gamine de 13 ans. » Mais est-ce que c'est vraiment une gamine quand on a 13 ans? Ça passe crème. Parce que voilà, c'est un homme blanc, cultivé, je parle de Polanski, donc il est au top de notre vision de l'homme civilisé. Et ben, un homme arabe issu des quartiers populaires, à l'inverse, on essaie d'inventer un discours qui conforte le fait que décisément ces hommes sont moins civilisés que la moyenne. Mais ça, c'est une question qui s'est posée déjà il y a 50 ans et qui se posera malheureusement dans 50 ans. Il y aura, je pense malheureusement, on ne sera pas encore débarrassé des systèmes racistes, classistes, etc. Mais on ne peut pas, dans 50 ans, continuer à taire les violences qu'on subit du fait de ce scrupule. J'ai une dernière question, Fatima. Emmanuel Macron, le président de la République, qui vient d'être fraîchement réélu, veut faire de la question des droits des femmes la grande cause de son quinquennat. Tu vas me dire à nouveau, hein, parce que je crois que c'était déjà le cas pour son premier quinquennat en 2017. Tu en penses quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose à en attendre ou rien du tout? Alors, cet homme est très très fort parce qu'il arrive, c'est un très bon communicant, il arrive à nous refaire un replay de ses promesses de 2017, pas seulement sur la question des droits des femmes, sur la question de la modernité des institutions, de la démocratie parlementaire, enfin voilà, il rejoue, voilà, c'est sa renaissance, comme dirait le nouveau nom de son mouvement. Il nous refait les mêmes promesses, exactement comme s'il n'y avait pas eu un quinquennat avec un bilan. Et notamment, il y a eu un moment, il a mis en place le Grenelle contre les violences faites aux femmes, avec comme objectif qu'il y ait un meilleur accueil dans les commissariats, une meilleure prise en charge des victimes par la justice, donc plus de moyens dans la justice, etc. Et ben, c'est du mytho, c'est-à-dire qu'il n'a aucun bilan sur la lutte contre les violences faites aux femmes, dans son premier quinquennat. Il n'y a aucune raison de croire qu'il aurait la même volonté politique. D'ailleurs, c'est incroyable comment il arrive à tenir un discours et à nommer dans les deux ministères concernés, à l'intérieur et à la justice, deux hommes gravement mis en cause du point de vue du patriarcat. Donc Gérald Darmanin, qui est accusé de violences sexuelles, de viol, et qui à minima est incorrompu, puisque de son aveu même, il est allé... il a accepté en fait de pousser le dossier d'une femme auprès de la ministre de la Justice de l'époque, Michèle Alliot-Marie, contre un rapport sexuel. Donc, lui, il dit qu'il est consenti, mais bon, voilà. Et Dupond-Moretti, qui est l'un des hommes qui a eu les tirades les plus misogynes au moment où il y a eu MeToo. Voilà, en allant même jusqu'à défendre Weinstein en parlant de promotion canapé plutôt que de violence sexuelle. Donc en fait, c'est tellement caricatural ce qui fait que parfois voilà, on est un peu coincé dans un espèce de rapport de sidération. Donc il n'y a strictement aucune confiance à mettre dans sa volonté politique. Il n'y aura que le rapport de force qu'on va réorganiser avec nous toutes, avec une nouvelle marche cette année, comme d'habitude, afin d'obtenir des choses de lui. Toute dernière mini-question, comment tu juges le fait qu'il veuille afficher aussi son, entre guillemets, féminisme en nommant potentiellement une femme première ministre? Alors déjà, il y a plusieurs mouvements féministes, et dans le mouvement féministe, il y a des féministes qui revendiquent l'égalité à dominer, c'est-à-dire qu'il y ait des femmes à la tête d'institutions puissantes, à la tête de grosses entreprises, qui se disent que cette seule incarnation serait en soi un récit féministe.
Moi, je ne fais pas du tout partie de ce récit-là. Je ne pense pas que, pour moi, Michelle Obama n'est pas un modèle. Les femmes qui sont à la tête du FMI ne sont pas un modèle. Une femme qui est à la tête d'une grosse entreprise qui va par ailleurs exploiter des femmes au Pakistan n'est pas un modèle. Et donc, de fait, c'est plutôt une expression de la manière dont on a institutionnalisé le féminisme, un certain féminisme mainstream, qui, voilà, pense que en cooptant des femmes à la tête de ces mêmes systèmes de pouvoir qui écrasent la majorité des femmes, eh ben, il y a une quelconque démarche féministe là-dedans. Ce n'est pas la lutte féministe telle que je la conçois, et je ne crois pas que ça changera quoi que ce soit au destin de 99% des femmes, le fait d'avoir une femme première ministre. Merci beaucoup Fatima. Merci à toi.